élargie de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo vient de décider ce jour de prendre la haute direction du pays devant le vide juridique créé par la défection et la fuite de M. Mobutu depuis le vendredi 16 mai 1997. Le président de l'ARDER, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare au Zimbabwe où on tentait de le soigner. Il sera enterré mardi prochain à Kinshasa, mais déjà son fils a pris les rênes de la République démocratique du Congo sans élection. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir, tout dépend du lieu et du moment auquel vous nous accordez votre hospitalité. Pour aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de présenter cette émission qui a comme sujet qui a tué Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez que c'est un sujet sensible et très important auquel les gens s'intéressent beaucoup plus. J'ai l'immense honneur de questionner le chercheur en histoire, M. Koudra. Avec lui, on va chercher à connaître réellement qui a tué Laurent Désiré Kabila. Bonjour, chercheur. Oui, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en rapport avec ce sujet qui constitue comme question qui a tué Laurent Désiré Kabila? Par rapport, d'abord merci de m'avoir accordé la parole, mais par rapport à cette question, c'est une question qui est grandement sensible parce que c'est un sujet auquel beaucoup de gens orientent leurs intentions parce que tout le monde cherche à comprendre qui réellement a tué monsieur le président Laurent Désiré Kabila, mais je pense qu'à l'issue de cette émission, tout celui qui va nous suivre, tout celui qui aura la chance de parvenir à cette vidéo, vraiment il va comprendre au moins qui avait tué M. Laurent Désiré Kabila, même les événements suite desquels l'assassinat est parvenu. Absolument. Et donc c'est un sujet qui est très intéressant, selon moi. Oui. Ça va. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez nous dire, en tant que chercheur, ce que vous savez de la personne. Parce qu'ici, on veut savoir les gens qui sont à la base. Qui ont commandité même l'assassinat. Justement. Dites-nous alors, monsieur l'historien, par rapport à vos recherches que vous avez déjà effectuées, d'après vous, quels sont les commanditaires ou qui a tué Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une question à laquelle je m'attendais. Oui. Donc, d'après les recherches qu'on a fournies, pour que nous parvenions à mieux comprendre cette question, qui cherche à savoir l'assassin, les commanditaires de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, vraiment, il va d'abord nous falloir répartir cela en trois phases, en trois dimensions. Lesquelles? Oui, la première dimension, c'est celle qui nous permettra d'abord de savoir les événements au suite desquels l'assassinat est parvenu, parce qu'il nous faudra d'abord comprendre les mobiles, la cause, qui a causé quoi, la mort, donc l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et après cela, la deuxième dimension sera celle à partir de laquelle on va comprendre d'abord les événements qui se sont déroulés dans la journée du 16 janvier 2001, donc la journée de l'assassinat. On va expliquer cette journée de 6h à 22h. Ça veut dire on va chercher à comprendre d'abord comment M. le Président est mort, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il meure dans cette journée du 16 janvier 2001, et par après on va alors chercher à savoir l'assassinat,
les commanditeurs, plutôt l'assassin et les commanditeurs de cet assassinat. Donc à ce niveau, on va alors entamer la partie qui nous permettra alors de bien comprendre les procès, les déroulements du procès, d'ailleurs qui a pris fin le 8 janvier 2003. Vous savez très bien, à ce qui concerne les événements à la suite desquels il y a eu l'assassinat, donc les événements qui ont conduit à l'assassinat, nous voyons d'abord 3 événements. Il y a 3 événements, comme vous l'aviez déjà souligné. Le premier événement, nous avons la guerre, c'est celui qui va précéder, et la guerre. Après la guerre, il y a l'assassinat de M. Massassou Ndanga. Après ça, il y a aussi les problèmes du diamant. Parce que quelques mois avant l'assassinat, il y avait une affaire qui faisait la une de presse qui cadrait avec la question diamantaire. Oui, alors, je commence avec la guerre. Ça va? Vous savez très bien qu'il y avait la guerre qui avait d'ailleurs pris le nom du RC2 qui opposait la République démocratique du Congo au Rwanda. Le Rwanda qui à ce moment est en coalition avec l'Ouganda et le Burundi. D'ailleurs, on parlait de la coalition Rwando-Ougando-Burundaise. Vous savez très bien qu'il y a déjà des antagonistes, des belligérants. Et comme la loi naturelle nous le dit très bien, lorsqu'il y a 2 antagonistes, chacun d'eux cherche la validande, cherche les renversements de l'autre. Donc, c'est difficile de ne pas croire qu'à ce moment-là, le Rwanda, s'il trouvait celui à partir de qui il pouvait assassiner les présidents, je ne pense pas que les Rwandais pouvaient être contre cette initiative. Parce qu'à ce moment-là, il y a la guerre et les Rwandais cherchent les renversements du pouvoir en place. Alors justement, cher historien, chercheur, alors qu'est-ce que les Rwandais reprochaient à Laurent Désiré Kabila jusqu'à arriver à les renverser? Ce que les Rwandais faisaient comme reproche à messieurs les présidents, c'était quoi? Vous savez très bien qu'en 1996, il y a quoi? La création de l'AFDL à partir de ce mouvement rebelle. Messieurs les présidents, Laurent Désiré Kabila va accéder au pouvoir. Il est aidé par l'Ouganda et le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le président, lorsqu'il accède au pouvoir, il va se détourner contre ses alliés de l'avant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser, d'ailleurs le 27 juillet 1998, il va exiger que tous les autorités, tous les officiers, tous les responsables civils et militaires de quitter le Congo. D'origine rwandaise. D'origine rwandaise. Alors, tous ces gens-là vont partir. Les problèmes, qu'est-ce qui va leur impulser le président à faire cet acte qui, à l'égard des Rwandais, était un acte de manque de reconnaissance, donc d'ingratitude. Alors, qu'est-ce qui va pousser M. Laurent Désiré Kabila à faire cela? Il y a d'abord le problème d'expansion. Ça veut dire que Kabila comprend très bien que les Rwandais cherchent à s'épanouir. Et d'ailleurs, il va juger les Rwandais de chercher à accomplir l'empire Tutsiland, qui va appeler l'empire Ima. Vous savez qu'à ce moment-là, au Burundi, il y a déjà Pierre Buyoya. En Ouganda, il était Tutsi aussi. Oui, il était Tutsi. En Ouganda, nous avons Museveni. Au Rwanda, il y a le pasteur Bizimungu, il est Hutu, mais comme marionnette de la part des Tutsis, parce qu'il était établi par Kagame, et à ce moment-là, c'est Kagame qui prend alors le poste de vice-président de la République. Donc vice-président, mais qui avait... Oui, donc c'est lui qui prenait toute décision. Vous comprenez? Alors, le président Laurent Désiré Kabila de se fait la paire. La paire qu'il n'y ait pas l'expansion au niveau régional rwandaise. Et c'est la raison... D'où la fameuse balkanisation. D'où la fameuse balkanisation pour ne pas occuper la partie est. Et aussi, il va aussi juger le Rwanda d'accéder d'une manière illégale
aux minéraux congolais. Donc, le problème, ce n'est pas l'accessibilité aux minéraux, mais l'accessibilité illégale. Ça veut dire qu'il y avait des partenariats miniers, oui, entre le Rwanda et le Congo, mais selon le président Laurent Désiré Kabila, il commençait à pousser les bouchons un peu loin. Ça veut dire à dépasser des bornes. Pour dire, il commençait à partir dehors les partenariats. Motivation économique. Tout ce pillage fait à l'est, de mines, de café. Mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. Notre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, lui dire ce qu'il doit faire. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Oui, donc c'est la raison pour laquelle il y aura alors le fait que le monsieur Laurent Désiré Kabila va les chasser. C'est ça le problème. Et aussi le 2 août 1988, les militaires Tutsis rwandais, oui, 1998, oui. Les Tutsis rwandais de la 10e bataillon militaire, de la 22e brigade militaire, vont d'ailleurs ouvertement commandités par Kagame de les Rwandais et par James Kabarebe, mais d'une manière façade, par les majors général Monsieur Ondé Kane. Vous voyez, donc c'est lui qui va prendre alors les commandements au Congo. Donc c'est lui qui prend la tête de l'armée envoyée par les Rwandais pour renverser les pouvoirs de Laurent Désiré Kabila. Mais à ce moment-là, les choses ne vont pas bien de la part de M. Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il tente de faire prend l'échec. Toute opération militaire qu'il met en place pour combattre la rébellion, vraiment finit par prendre une défaite totale. Monsieur l'historien, chercheur, dites-nous, est-ce que le Rwanda ne voulait pas également le pouvoir? Parce que là, vous venez de nous dire que le Rwanda faisait l'extraction illégale de minerais. Est-ce que, au-delà de ça, est-ce qu'il ne voulait pas également du pouvoir, occuper les hautes fonctions? D'une manière indirecte, oui, mais d'une manière directe, je ne pense pas, parce que l'intérêt, l'impulsion, la motivation du Rwanda était juste économique, et ce qui me fait croire que le Rwanda n'avait pas besoin de prendre le pouvoir ouvertement, parce que nous avons les témoignages du monsieur Lavros Papa Yohano qui, à l'époque de l'assassinat, il occupait les postes de diriger la compagnie aérienne de la RDC, Ewabora. Qu'est-ce qu'il avait dit? Pendant un temps, 2 heures après l'assassinat, il y avait eu un coup d'appel qui lui était arrivé de la part de James Kabarebe. James Kabarebe qui va lui dire, je cite, allez dire à messieurs les ministres de la justice, Moïse Kongolo, qu'il est cherché par le président Kagame. Et s'il y a moyen, le président Kagame voudrait qu'il lui puisse occuper la place du président de la République 2 heures après l'assassinat. Après l'assassinat. Oui, vous comprenez, c'est là. Ça veut dire, même si le président est mort, le Rwanda n'a pas besoin de prendre le pouvoir. Le Rwanda était bien informé de certaines minutes après l'assassinat. Le Rwanda était informé, mais n'avait pas voulu forcer à prendre les pouvoirs pendant que, lorsque le président meurt, le pays est affaibli. Mais le Rwanda en avait fait comme si de rien n'était. Merci, ce que vous dites est très très important et intéressant. Je pense que
les internautes qui nous suivent, ils sont vraiment bien enrichis. Alors, quelles sont les positions de la communauté internationale suite à tous ces événements-là que venez de nous parler? Parce que lorsque nous parlons de la communauté internationale, nous voyons l'ONU, l'Union européenne, justement. Il y a d'autres structures internationales, mais je vais d'abord parler en me dépendant des États-Unis, parce qu'à l'époque, les États-Unis sont contre les présidents. Sont contre le président Laurent Désiré Kabila. Et d'ailleurs, beaucoup de livres qui parlent du conflit, la guerre du RCD, montrent très bien que la coalition Rwando-Ougando-Burundaise était parrainée, était soutenue, était motivée par les États-Unis. Il faut comprendre que le président avait un problème avec les États-Unis, lequel le problème en question sur le fait que pendant un temps, le président Laurent Désiré Kabila avait conclu un partenariat avec les États-Unis, donc avec une entreprise American Mineral Feed. Cette entreprise-là donnait $1 milliard à M. Laurent Désiré Kabila et aussi lui prêtait son avion avec lequel M. prenait des voyages. Mais après un temps, et aussi en échange, en parallèle de ces partenariats, le président devait leur donner, donner à l'entreprise américaine la possibilité d'accéder aux minéraux là dans la province de Katanga. Mais après un temps, puis après son arrivée au pouvoir, M. le Président va dénoncer ces accords. Alors, dès ce temps-là, l'Amérique est contre les messieurs, et d'ailleurs, l'Amérique considère déjà les messieurs les faits qu'il a chassé tous les officiers Tutsi, Rwandais, on commence à les considérer comme un dictateur. Et d'ailleurs, il va même emprisonner certains opposants comme Etienne Tshisekedi et d'autres. Tshisekedi qui était encore opposant à l'époque de Mobutu. Oui, il sera incarcéré par ordre du président Laurent Désiré Kabila. Il y a aussi Ongakoy qui était incarcéré en Tanzanie par ordre du président. Donc Olengankoy. Oui, Olengankoy. Ça veut dire il y a déjà un problème là-bas, suite auquel on considère M. le Président comme un dictateur. Vous savez très bien que les États-Unis prennent la démocratie avec une grande considération. Jusqu'à cela, le président Laurent Désiré Kabila est déjà contre les États-Unis. Merci beaucoup, cher historien. Chers internautes, nous continuons avec la phase là de la mort de Massassou, parce que vous l'avez dit au préambule que la mort de Massassou a un lien ou une relation avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Effectivement. Là, il y a vraiment une appartenance. Oui, lequel alors? Vous savez, le problème c'est quoi? Et d'ailleurs, lorsque nous voyons dans les champs de bataille, il y a déjà un accord de paix de Lusaka. Mais jusque-là, les troupes ne se sont encore pas désengagées. Parce que l'accord de Lusaka. Oui. Parce entre que, qui et qui? Entre le Rwanda et la République démocratique du Congo de Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais jusque-là, les troupes ne se sont encore pas désengagées sur le terrain. Les troupes, elles sont dans une période de tense, où chaque parti cherche à grignoter les terrains à sa faveur en attente de la mise en application de ces accords. Et comme je l'avais déjà dit, le président Laurent Désiré Kabila a un problème parce que tout ce qu'il fait ne tient pas. Vous savez, le problème c'est quoi? Oui. Monsieur Laurent Désiré Kabila a vraiment précipité en chassant les officiers Tutsi. Pourquoi? Parce qu'il venait à peine de prendre le pouvoir. Juste un an après sa prise du pouvoir, il chasse déjà tous les militaires Tutsi, alors qu'il n'a pas beaucoup de militaires. Et c'est pourquoi, à ce niveau-là, on va commencer à recruter des petits-enfants, donc des jeunes âgés de 14 ans, 15 ans, et d'ailleurs d'autres qui étaient même recrutés par Massassou lors de la conquête de l'AFDEL.
Oui. En 1996, lorsque l'AFDEL arrive au niveau de Bukavu, c'est Massassou qui va commencer à recruter les anciens Kadogo. Et il leur avait donné des promesses selon lesquelles, une fois arrivé à Kinshasa, vous serez pris en charge au niveau scolaire aussi, à ceux qui ont des familles, vos familles seront prises en charge. Mais malheureusement, après la prise du pouvoir par M. Laurent Désiré Kabila, toutes ces promesses ne seront plus accomplies. Donc, chercheurs, nous comprenons que Massassou était une personnalité importante vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila. Vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila, mais cela prenait l'intensification vis-à-vis des Kadogo, parce que les Kadogo considéraient Massassou comme un père adoptif, parce que c'est lui à cause de qui ils se sont éloignés de leur famille. Ils ont été impulsés dans l'armée parce qu'ils avaient des promesses de la part de Massassou. Donc Massassou pour eux c'est un père. Vous comprenez? Mais malheureusement, Massassou il sera assassiné. Et il faut aussi comprendre que Massassou il est originaire de Bukavu, originaire du Kivu, pendant que presque tous les membres militaires de l'époque dans l'armée nationale de la RDC provenaient en grande partie du Kivu. Tous les Kadogo qui d'ailleurs formaient la garde rapprochée présidentielle, tous étaient provenus du Bukavu. Alors aussi, Massassou c'est quelqu'un du Bukavu, son père s'appelle Augustin Ninganda, sa maman Consolata Masuku, mais sa maman c'est une Tutsi du Rwanda. Vous comprenez? Alors, le fait que le monsieur, d'une part, il est rwandais et d'une autre part, il est congolais, cela fera de sorte que M. Laurent Désiré Kabila est père de lui. Oui. Donc il avait peur qu'il pouvait les renverser du pouvoir. Les renverser. Il faut comprendre que Massassou, à cette époque, il est influent. Il est notoriétaire. Il a de la notoriété à l'égard de petits enfants militaires, les Kadogo. Et d'ailleurs qui forment, comme je l'avais déjà dit, la garde rapprochée présidentielle. Donc vous voulez dire, après alors l'assassinat de Massassou, cela a constitué comme un mouvement de colère de Kadogo vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila. Effectivement. Et aussi, je voulais d'abord expliquer dans quelles circonstances M. Massassou a été assassiné. Allez-y. Donc, a été exécuté, parce qu'il était exécuté, et selon certaines preuves, parle de Joseph Kabila, c'est lui qui l'a exécuté. Par exemple, Arnaud Zetman, la firme, M. Georges Merindi, le présumé assassin de Laurent Désiré Kabila, affirme que c'est M. Joseph Kabila et John Numbi qui ont exécuté M. Massassou Ndanga. Alors, dans quelles circonstances? D'abord, vous savez très bien que le monsieur il est déjà influent. Aussi, Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé dans une circonstance dans laquelle s'était retrouvé aussi Lumumba. Ça veut dire qu'il comprend très bien que les coups d'État peuvent surgir de n'importe où. Donc partout, plus. Les coups d'État peut provenir. C'est pourquoi il a peur de Massassou, parce que il est d'une partie rwandais. Sa maman Consolata, c'est une rwandaise. Alors, il a peur. C'est de là où le président va alors arrêter. Il fera arrêter, donc Massassou sera arrêté par l'ordre présidentiel, mais sans preuve. Mais il est reproché de commettre quelle erreur? Il a tenté d'orchestrer un coup d'État contre le président Laurent Désiré Kabila, mais sans preuve. Il sera acheminé au Katanga. Mais lorsque les Kadogo, ceux qui formaient la garde rapprochée du président, vont apercevoir cette information, ça créera un grand désordre au sein de l'armée nationale, de dissension. Mais lorsqu'il est dans la prison, qui lui porte de l'aide? C'est un jeune commerçant, un jeune homme d'affaires dans les secteurs diamantaires congolais qui s'appelle Bilal Héritier Bartri. C'est un Libanais qui est ici, à l'époque, il était au Congo avec toute sa famille, rien que pour
faire la commercialisation du diamant au Congo. C'est lui qui va commencer à porter de l'aide à M. Massassou étant dans la prison. Mais qu'est-ce qui va mettre Massassou en contact avec les messieurs là? Selon les procès, c'est Major Bora qui fit les membres de la division spéciale présidentielle de Mobutu. Donc vous comprenez, c'est lui, pas parce que le Major Bora avait de l'argent, avait des contacts, c'est lui qui va alors mettre messieurs les Libanais en contact avec Massassou et les gardes du corps du président comme Georges Mirindi, comme Rachidi Mouzele, et celui qui, selon l'information officielle, avait tiré sur monsieur le président Laurent Désiré Kabila et les tué. Merci beaucoup, monsieur le chercheur. Mais je n'avais pas encore terminé à montrer comment allez-y, vous avez la parole. Massassou était exécuté. Alors, lorsque monsieur Massassou est libéré par l'effort des Libanais et d'autres aussi interventions, monsieur Massassou retourne à Kinshasa. Lorsqu'il retourne à Kinshasa, dans ce mur, tous les Kadogo, presque tous les Kadogo vont s'y rassembler pour représenter leur contestation à l'égard de cette arrestation sans preuve. De leur père. Oui, de leur père, Massassou. Alors, lorsque Kabila, Laurent Désiré Kabila va constater cela, va apprendre qu'il y a eu un rassemblement dans les murs de M. Massassou, il sera foudrage, il a peur. Il dit vraiment, ça c'est un coup d'état qui est de nouveau orchestré par M. Massassou.